traité d'Ottawa contre les mines antipersonnelles a été signé dans la capitale canadienne en 1997 par 122 pays, rapidement rejoint par 42 autres. Pourtant, aujourd'hui, les conflits sont toujours plus meurtriers et les victimes sont en majorité des civils. En 2 ans de guerre, les experts estiment que 30 à 40% du territoire ukrainien a été pollué par toutes sortes d'explosifs, en particulier mines antipersonnelles et bombes à sous-munitions. Mais alors, quel est l'impact réel du traité d'Ottawa dans les zones touchées par les mines? Et quel est le quotidien de ces démineurs qui, sans relâche, tentent de libérer la terre de ces armes destructrices? Pour le savoir, nous nous rendrons en Colombie et au Sénégal, où des décennies de guerre civile ont laissé de nombreuses traces. Tout commence à la charnière des années 70 et 80 dans le sud-est asiatique. La région souffre de multiples conflits depuis la Seconde Guerre mondiale, frappant de plein fouet autant les civils que les militaires. En Indochine, en Corée, au Vietnam, pour finir par la répression sanglante des Khmers rouges au Cambodge de 1975 à 1979. Pour la première fois, les belligérants utilisent massivement les mines antipersonnelles, ces explosifs destinés à décimer les rangs adverses sans détruire le matériel. Des communautés entières tentent de fuir les massacres, se réfugiant à la frontière thaïlandaise. C'est ça que je découvrais à la télévision et j'ai ouvert les yeux sur la tragédie cambodgienne. Littéralement, les Cambodgiens mouraient comme des mouches. Et ça a duré comme ça pendant tout l'été 79 et pendant toute la saison des pluies. Et je vais proposer à Médecins sans frontières de partir comme obstétricien à Khao Yai Dang. Et ça a été le théâtre de la plus formidable armada humanitaire du siècle dernier. Il y a eu jusqu'à 700 expatriés le long de cette frontière, tous au chevet de cette population, avec des convois de camions pour apporter de l'eau, pour apporter des bambous, pour construire les campements, pour apporter ce qui est indispensable pour couvrir les besoins de base de 2 à 3 millions de gens le long de cette frontière. Le début des années 80 correspond effectivement à l'explosion de ce concept d'aide humanitaire. On a inventé un métier sans vraiment le savoir. C'est pas un métier humanitaire, hein. C'est des médecins, des infirmières, des prothésistes, comme pour Handicap International. Il y a des gens qui donnaient 2-3 ans de leur vie, puis qui après réintégraient leur vie professionnelle. Et puis il y en a d'autres qui passaient d'une ONG à une autre, qui commençaient avec une ONG, qui continuaient avec une organisation internationale. Donc on était vraiment dans une dynamique où il y avait de la place pour tout le monde. On parle beaucoup du sens aujourd'hui du métier, mais c'était un besoin aussi dès les années 80. Et donc j'ai passé une année probablement une des plus belles années de ma vie en termes de sentiment d'utilité. D'abord, d'avoir cette gratification extraordinaire, d'avoir le sentiment de contribuer, modestement certes, mais de contribuer à la renaissance d'un peuple. Parce que c'est comme ça qu'on le vivait. Découvrons cette tragédie qui fait les gros titres. Le grand public entend parler pour la première fois des terribles mines antipersonnelles qui font des milliers de victimes civiles. Il y avait un certain nombre de photographes qui attendaient avec une certaine impatience la probable invasion de la Thaïlande par le Vietnam. Mais un beau jour, l'un d'entre eux nous fait part de l'intention d'un petit organisme parisien de mettre sur pied un programme d'appareillage d'urgence. J'étais lessivé, mais j'avais envie de rester. J'avais compris le besoin absolument impérieux de faire quelque chose. J'avais pas le début du commencement d'une quelconque compétence en matière de rééducation fonctionnelle. Donc on s'est retrouvés dans cette espèce de situation abracadabrantesque avec 12 artisans cambodgiens sélectionnés pour leurs compétences dans le travail du bois, le travail du fer, la cordonnerie, qui au fond avaient un bagage de compétences supérieur au nôtre. Normalement, ça n'aurait jamais dû fonctionner. Jean-Baptiste Richardier rejoint alors SOS Enfants sans frontières pour monter des ateliers de prothèses.
Puis il créera l'ONG Handicap International en 1982. Je m'appelle Émilie Watt. Je suis née à Battambang au Cambodge. J'ai eu mon accident quand j'avais 6 ans. C'est à l'époque où les Khmers rouges sont rentrés au Cambodge. On a dû fuir notre village. On a fui comme ça, sans rien. Et je me suis retrouvée aux frontières entre la Thaïlande et le Cambodge. Et là, un des messieurs qui venait de la Thaïlande m'a bousculée sur une mine antipersonnelle. Tout ce que je me souviens, c'est que quand je me suis réveillée après l'accident, j'ai juste vu ma jambe gauche qui était déchiquetée. Et ils m'ont portée sur une civière jusqu'au camp à Karudan en Thaïlande. Là, quand on est arrivé, j'ai vu des médecins. Ils ont enlevé le bandage rudimentaire. Et quand ils ont vu l'état de ma jambe, le médecin a suggéré à mes parents de m'endormir. Et je me suis réveillée au bout d'1 mois. Ils m'ont mis dans le coma pour pouvoir amputer. À un moment donné, quand j'étais dans la hutte avec mes parents, j'ai entendu du bruit à côté. J'ai voulu aller voir qu'est-ce qu'il faisait. J'ai demandé au monsieur ce qu'il faisait. Il me disait, on fait des jambes pour des enfants comme toi. Et c'est là que j'ai croisé Jean-Baptiste et Marie. À partir du moment où cet atelier, qui regroupait jusqu'à 70 techniciens, ça martelait de tous les côtés, c'était une ambiance extraordinaire, d'énergie, de créativité, d'humour, d'autodérision et de reconstruction individuelle. Et la magie a opéré dès le moment où les premiers amputés ont commencé à sortir de l'atelier, à jouer au foot, à jouer au volley, à jouer au jeu de la chaise vide. Ah, j'ai grandi depuis, hein. Ça va? Je suis contente de vous voir. Moi aussi. Ça fait 40 ans. T'es aussi grande que moi. Eh ben... Rien. À l'époque, attends, j'étais comme ça, moi. Oui. Ouais. Je me souviens que vous me teniez la main, là. Ça fait bizarre. Tu te souviens cette photo qui a fait le tour du monde? Oh, ça faisait bizarre à l'époque quand vous voyez des Blancs. Comme on ne parlait pas la même langue, on s'est dit, mais vulgairement, mais qu'est-ce qu'ils foutaient là? À Karudan. Qu'est-ce qu'il pouvait bien? Au bout du monde. Ouais, sincèrement, c'était ça. Hein. Parce que nous, on fuyait les Khmers rouges. Et là, au camp, on croise des étrangers, on dit, mais... Ils viennent s'occuper de nous en plus. Ouais, franchement, ouais. Bah, heureusement, hein. Ouais, en tout cas, pour nous, ça s'inscrit dans nos plus beaux souvenirs. On a une petite surprise pour toi. Ah oui, j'ai vu le sac à Guy tout à l'heure. Tiens, il est beau ce sac. Oh, il nous faisait penser aux 3 mousquetaires. D'accord. Tu es où, là? Moi, là. Ben là, enfin... Non, c'est parce que j'ai pas mes lunettes. Moi. Ah, regarde. Je fais la maline. Non, mais regarde cette bouille. Ça fait bizarre, hein. Ah là là. Ça c'est quand on a joué au foot, ça. Oui. Tu vois, Marie, elle n'a pas changé, je trouve. Elle est jolie, cette photo. Ouais. Ouais, je l'aime bien. La fameuse photo. la C'est fameuse celle-là, photo. tiens. Ça, c'est la... La photo de Lelouch, Ouais. ça. Où il dit, maman, regarde, je marche. Oui, c'est celle-là, ouais. T'as vu la tombe qu'elle est trop grande? Ouais, j'adore cette photo-là. Ouais, Ah, elle est cette géniale. photo. La décision de se mettre en danger par un plaidoyer vocal, déterminé, rageur, ça nous a pris 10 ans quand même. Ça n'a pas été instantané. Les 10 premières années, on était extrêmement soucieux de permettre à cette ONG qu'on avait portée à bout de bras d'avoir quelques fondements solides. Ça nous a quand même bien occupés. Mais en même temps, un beau jour, on s'est rendu compte que, en tout cas, on s'est posé la question de savoir est-ce qu'on ne constituait pas un formidable alibi
pour ne pas se confronter à ce problème qui, à l'époque, devenait véritablement majeur. On appelait ça l'épidémie des mines antipersonnelles. C'est une période où pratiquement tous les belligérants, toutes les parties au conflit, utilisaient massivement cette arme de manière totalement incontrôlable. Alors, le déminage, c'est grâce à une rencontre avec un certain Ray McGrath. Un jour, j'ai reçu un étrange coup de fil d'un homme qui parlait anglais avec un fort accent français. Il s'est présenté comme étant Jean-Baptiste Richardier. Et nous avons parlé très longtemps au téléphone ce jour-là. À la fin des années 80, l'ancien militaire Ray McGrath se trouve en Afghanistan, où il mène un projet sur les terres polluées par les restes explosifs de guerre. Il découvre alors que rien n'est vraiment fait pour les éradiquer. Alors il nous a raconté un petit peu tout son parcours, notamment à quel point son rêve c'était de créer une ONG spécialisée dans le déminage, qu'il avait une liste interminable d'experts et de spécialistes qui seraient prêts à se mobiliser. Et là on lui a dit, écoute Ray, arrête de faire des conférences, arrête de faire des rapports, on va te salarier pendant 1 an et tu mets en route MAG. Tu nous as dit que tu avais une multitude... Alors non seulement tu mets en route MAG, mais on va te trouver les financements de tes premiers projets. Et grâce aux relations de Jean-Baptiste, nous avons obtenu les fonds nécessaires pour déminer à Battambang. Et ça a marqué le début de notre programme de déminage. À travers leurs 2 organisations respectives, Handicap International et Mines Advisory Group, Richardier et McGrath ont alors entamé des discussions avec d'autres ONG. Une en Allemagne, Medico, et 3 aux États-Unis, la Fondation des vétérans du Vietnam, Human Rights Watch et Physicians for Human Rights. Ces 6 ONG donneront naissance en 1992 à la campagne internationale pour l'interdiction des mines antipersonnelles. Le plaidoyer, c'est à un moment donné la société civile qui s'est dit on veut sortir de notre rôle d'action pour devenir témoin. Et on va, pour ça, construire des stratégies d'influence politique pour faire en sorte de déjà faire porter la voix de celles et ceux qui n'en ont pas parce qu'ils ont été victimes, parce qu'ils sont survivants, parce qu'ils ont été à un moment donné atteints par une catastrophe naturelle ou un conflit armé. Et de dire, enfin, ensemble, on va construire des coalitions citoyennes, on va professionnaliser cette parole politique et on va faire en sorte de mettre un pied dans la porte pour dire, en fait, nous aussi, on a voix au chapitre. Et nous aussi, on a une parole, une expertise donnée. Mais en plus de ça, nous aussi, on veut une parole dans les négociations. Et donc, concrètement, c'est une première réunion qui a lieu à New York en septembre 92. On a fait une belle déclaration en disant que c'était juste plus possible et qu'il fallait interdire la fabrication, la vente et la prolifération des mines antipersonnelles et qu'il fallait travailler sur les 2 victimes. Et donc, avec cette belle déclaration, chacun est rentré chez soi et on a commencé, dans nos pays respectifs, à essayer de comprendre comment ça fonctionnait, quels étaient les différents acteurs de ce jeu international. Dans le cadre de l'ONU, une convention sur certaines armes classiques avait été signée en 1980. Le protocole 2 de cette convention, qui prévoyait la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, montrait de nombreuses faiblesses. Peu de pays l'avaient ratifié, il ne concernait que les conflits internationaux sans tenir compte des conflits internes ou guerres civiles. Enfin, il n'intégrait pas les éventuelles avancées technologiques en matière d'armement. C'est là qu'est arrivé, un beau jour, un courrier du sénateur Leahy, qui depuis des années déjà, sénateur démocrate, essayait de convaincre les administrations successives de la nécessité que les États-Unis prennent en compte cette problématique. Et il nous écrit en nous disant « Le protocole 2 est ouvert à révision ». Après, il est daté de 1980, donc on est dans les années 90. Mais il faut qu'il soit convoqué par un membre permanent du Conseil de sécurité. Or, il nous dit, dans son courrier, les États-Unis ne le feront pas, donc les Russes ne le feront pas, les Chinois ne le feront pas,
les Anglais, c'est même pas la peine d'en parler, reste la France socialiste. Et il se trouve qu'on était en relation régulière avec Danielle Mitterrand, qui à l'époque était présidente de sa fondation France Liberté. Et on a pris le scooter de Philippe Chabas et on est parti rencontrer Danielle Mitterrand. On lui a raconté notre histoire, on lui a montré le courrier de Léhy. Et elle dit, je vais en parler à François. Revenez me voir la semaine prochaine. La semaine suivante, re-scooter. Et elle nous dit très sobrement, François est d'accord. Ça tombait avec la programmation du voyage de François Mitterrand à Phnom Penh. Le ministère des Affaires étrangères avait décidé de scénariser l'annonce de la convocation de la conférence de révision du protocole 2 par François Mitterrand à Phnom Penh, pays hautement symbolique de la tragédie, de la crise humanitaire engendrée par les mines antipersonnelles. C'était pas mal vu. De là, on est rentré, tous ensemble, Handicap International en France, mais les 6 ONG de 92 sont très rapidement devenus 100, 200, puis on était 700 ou 800 structures sur le monde entier, qui chacune, dans leur capitale, faisaient pression sur leur gouvernement. Nous regardions tous dans la même direction. Pour moi, cela témoigne d'une honnêteté rare dans les relations entre organisations comme les nôtres, où tout le monde reste très poli, où personne ne veut fâcher l'autre, où tout se fait en douce. Mais là, personne n'hésitait jamais à montrer son désaccord. Dans beaucoup de réunions, organisées par la Croix-Rouge par exemple, on faisait venir des experts militaires, et bien sûr ces types du Pentagone et tout le reste, qui s'asseyaient là et disaient « Vous savez, il n'y a pas de problème avec les mines terrestres. Il suffit qu'elles s'autodétruisent et tout ira bien. » Ils pensaient s'adresser à une bande d'ONG, des types qui font des câlins aux arbres. Et puis ils sont tombés sur des gens de terrain qui déminaient vraiment. Et ils ont été forcés de faire face à la réalité. Plusieurs conférences à Vienne et à Genève se soldent par des échecs. Les grands pays concèdent au mieux une retenue sur la prolifération, mais une interdiction totale des mines antipersonnelles n'est pas à l'ordre du jour. Il y a eu cette rencontre à Ottawa. Une sorte de réunion en marge des conférences très formelles de Genève. Et pour finir, ça a été beaucoup plus important que ce qu'on anticipait. Il n'y avait pas 20, mais 120 personnes, incluant des ONG. Le rendez-vous, qui a duré 3 jours, avait pour but de sortir de l'impasse. À la fin de la rencontre, je me suis levé et j'ai déclaré « Bon, il n'y a ni consensus ni accord, mais franchement, je m'en fiche. Je vous invite à revenir l'année prochaine pour signer un traité. » Et tout le monde a cru que j'avais perdu la tête. Moi, je faisais partie de la délégation officielle française. Les diplomates français étaient outrés. C'est pas comme ça qu'on fait de la négociation internationale. C'est de la com, ils n'y arriveront jamais. Les négociations semblent une fois de plus au point mort. Mais la pression populaire redouble d'intensité, aidée en cela par l'intervention de personnalités comme la princesse Diana. Elle affiche une position ferme contre les mines antipersonnelles lors d'un voyage en Angola couvert par les médias du monde entier. Le mur de Berlin était tombé, la guerre froide était terminée, et ça a dérégulé un petit peu ces situations de blocs qui s'opposaient frontalement. Et le traité d'Ottawa a été porté par un groupe de pays ramassés autour du Canada qui était extrêmement représentatif de la diversité des problématiques mondiales. Nous avons travaillé d'arrache-pied, remué ciel et terre, sollicité chaque diplomate, chaque sénateur, et nous avons réussi à faire venir 120 personnes à Ottawa pour signer un traité. Et ce fut une avancée majeure. La princesse Diana n'aura pas vu l'aboutissement de son engagement. Le traité est ouvert à la signature les 3 et 4 décembre 1997, 3 mois après sa mort. Il est immédiatement signé par 122 pays, bientôt suivi par 42 autres.
Ce dont je me souviens le plus de mon séjour à Ottawa, les 2 et 3 décembre 1997, c'est de marcher dans les rues avec 7 ou 8 survivants de mines. Nous sommes allés au restaurant et nous avons parlé de l'assistance aux victimes et de la manière dont elle allait figurer dans le premier traité sur les armes de l'histoire. Et autour de la table, on a éprouvé un sentiment de pouvoir. Nous n'étions plus des gamins victimes sur une affiche. Nous étions partie prenante du processus. Le 10 décembre de la même année, la coordination contre les mines antipersonnelles et sa porte-parole Jody Williams reçoivent le prix Nobel de la paix, récompensant ainsi 5 années d'un remarquable travail de collaboration entre des centaines d'organisations dans le monde. Après ratification par les pays signataires, le traité d'Ottawa entre en vigueur le 1er mars 1999. Il signe le début d'une campagne de destruction massive des stocks de mines. Les enjeux sont colossaux au regard du nombre de pays concernés par la présence d'explosifs, représentant un risque majeur pour les populations civiles. Quand le traité d'Ottawa est entré en vigueur en Colombie, le pays a vraiment pu s'organiser en commençant par identifier les victimes. Nous avons d'abord créé un registre officiel de la contamination sur notre territoire, puis nous avons établi une liste des victimes touchées par ce genre de situation. La Colombie est un pays d'agriculture, un pays rural, avec une population de paysans, d'Afro-Colombiens et de communautés autochtones. L'exclusion de toute une partie de la société colombienne a favorisé la naissance de groupes ou d'organisations politiques armées dont l'origine prend racine dans des revendications sociales et politiques avec un but, au départ, disons, altruiste. Ce sont des guérillas composées de paysans sans terre, comme les FARC, par exemple, ou des guérillas étudiantes qui luttent pour une transformation de la société. Et je crois que l'une des raisons principales de la transformation de ce conflit, c'est l'émergence d'économies illégales comme le narcotrafic, l'extraction minière illégale ou la contrebande. C'est dans le département d'Antioquia que nous accueillent les équipes de déminage de Handicap International dans le nord-ouest de la Colombie. On pourrait croire à une journée ordinaire. À Vegachi, le travail commence très tôt, vers 4h30. Le soleil peut taper très fort, alors on travaille le matin pour éviter ainsi la grosse chaleur. La cuisinière arrive la première. Petit déjeuner, ménage, préparation de l'équipement. Au premier coup d'œil, on a du mal à croire que ces hommes et femmes vont risquer leur vie. Après un rapide café, c'est l'heure du départ vers le terrain des opérations. Chaque matin, c'est le même rituel. La répétition des mêmes gestes et des mêmes consignes peut paraître ennuyeuse pour des équipes rodées. Mais elle contribue à apprivoiser le danger et à maintenir une atmosphère sécuritaire. Le matériel est débarqué, les tableaux installés, pour lancer le briefing du matin où l'on revoit la carte du travail à effectuer.
Les tenues qui s'apparentent à d'immenses gilets pare-balles sont lourdes et peu pratiques, mais elles constituent un rempart nécessaire à une éventuelle explosion. Sans oublier la visière épaisse à effet de serre qui provoque de fortes transpirations. Le déroulé d'une journée type commence par l'arrivée des opérateurs qui font descendre la machine. Puis, ils procèdent à la révision quotidienne, au cours de laquelle ils vérifient l'ajustement des pièces, le graissage des chenilles. Ils vérifient que tout est bien en ordre de marche. Puis, ils se dirigent vers le lieu de l'opération. Ils inspectent l'endroit où ils vont démarrer la journée. En gros, là où on a une meilleure visibilité. Là où les opérateurs peuvent le mieux contrôler l'évolution de la machine. Parce qu'il faut savoir que la machine ne peut pas être utilisée sur un terrain avec un dénivelé de plus de 30 degrés. Ni en montée, ni en descente. Puis, ils vérifient qu'aucun explosif ne soit coincé dans la machine. Parce que ça peut arriver dans les espaces vides. Un explosif peut rester bloqué. Et finalement, soit la machine l'expulse, soit il reste bloqué à l'intérieur. Une fois que ces vérifications sont faites, ils attendent les instructions du chef d'équipe qui leur indique notamment la direction à prendre. Le déminage humanitaire est vu comme un milieu extrêmement technique. Ça l'est évidemment, le risque il est inhérent à ce métier-là et on ne s'invente pas des mineurs. Faut quand même comprendre qu'à Handicap International, la communauté de la réduction de la violence armée, c'est entre 700 et 800 personnes. Et c'est à 97% des nationaux. C'est des gens qui sont issus des communautés, qu'on a formés d'abord à devenir enquêteurs, puis démineurs, puis chefs d'équipe, puis chefs des opérations. C'est le cas d'Ingrid, qui a été recrutée par Handicap International pour devenir démineuse à 2 pas de son petit village dans la commune de Segovia. Je m'appelle Ingrid Mosquera, j'ai 28 ans et actuellement je travaille dans le déminage humanitaire. C'est un travail assez détendu, on fait 8 heures par jour et puis le reste de la journée, c'est quartier libre. En plus de ça, nous avons une pause de 15 minutes toutes les 45 minutes. Il n'y a vraiment pas de pression. Quand le soleil tape trop fort, on s'arrête toutes les 35 minutes. Parce que le soleil tape dur dans le coin. C'est pour éviter la fatigue ou les malaises. Je suis contente parce que je vois ma fille tous les jours. Je l'aide à faire ses devoirs. Ça motive de pouvoir être proche de son enfant. Et puis finalement, HCI nous offre une vraie opportunité parce qu'ici, en tant que femme, c'est difficile de trouver du travail. La communauté me voit, un peu comme une bête curieuse. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle cherche? C'est quoi l'intérêt? Il va lui arriver des histoires, un de ces quatre. Et puis d'autres disent plutôt que je n'ai peur de rien. Ils se disent, oh la vache, quel boulot! Toujours attentive aux autres. Enfin, voilà. Il y aura toujours des gens pour essayer de te décourager, et puis d'autres, au contraire, qui te poussent à aller de l'avant. Un jour, en rentrant à la maison, ma mère m'a demandé en quoi consistait mon travail. Alors je lui ai expliqué, et elle m'a demandé d'arrêter. Elle m'a dit que ce serait mieux de renoncer à un travail aussi dangereux. Mais je lui ai répondu, mais non, maman, ils nous apprennent vraiment bien notre travail. Et si on fait bien les choses,
alors il ne peut rien nous arriver. Et du coup, tu peux devenir quelqu'un dans la vie. C'est vraiment très motivant. Moi, je pensais que j'allais rester coincée ici toute ma vie. Maintenant, je sais que si je veux, je peux avancer. Avec quelques efforts, si tu montres que tu as quelques capacités pour aller au-delà du simple démineur, tu peux atteindre ton objectif. Parce qu'il te donne la possibilité de prendre des cours pour monter en grade, en devenant chef d'équipe ou bien superviseur. Je m'appelle Maïbata Sané, je suis démineur et mère de 4 garçons et j'ai 38 ans cette année. La formation, ça a duré 4 semaines, je crois, 4 semaines. Donc après la formation, on s'est déployé sur le terrain et c'était le début du travail. C'était en 2010. Mon époux, il a accepté que je fasse ce travail. Après, j'ai cherché une aide ménagère qui est là avec moi. Donc, elle passe la nuit. Elle habite pratiquement ici. Des fois, on fait 3 semaines en campagne et puis on revient. C'est pourquoi j'ai jugé nécessaire de chercher un répétiteur à domicile. Puisque j'ai 4 garçons, il n'y a que le plus petit qui est là avec moi. Donc, les 3 autres sont au village avec mes frères pour les études. Il y a certains moments où vous êtes découragé devant l'ampleur du travail? Découragé, non. Non, jamais. Parce que moi, c'est vraiment une fierté de faire partie de cette équipe qui est l'équipe de déminage de handicap international ici en Casamance. C'est vraiment une fierté. Depuis plus de 40 ans, la Casamance vit un conflit entre l'État du Sénégal et des groupes armés pour un mouvement indépendantiste qui s'appelle MFDC, qui réclame l'indépendance de la Casamance. Depuis 1982, cette guerre a commencé. Et elle a eu beaucoup de conséquences en vies humaines, mais aussi en dégâts, en déplacement de population. Parce que parallèlement à cette guerre, il y a eu les conséquences qui ont fait qu'il y a une insécurité totale qui s'est installée dans certaines zones, avec la présence de mines, et aussi avec des combats, mais aussi des coupes de route parfois qui... Donc vraiment, c'est une insécurité. Beaucoup de personnes, pour sauver leur vie, ont décidé de quitter leur localité. C'est depuis 1990 que les premiers villages se sont déplacés. Ce sont ces mêmes villages jusqu'à nos jours qui ne sont pas encore de retour. En l'occurrence, Badem et Baga. Donc c'est en 1990 que les maisons ont été brûlées, que les populations se sont déplacées. Toutes ces zones sont minées, donc sont susceptibles d'être minées. Donc c'est pourquoi on a pensé que c'est vraiment d'une importance capitale que le déminage humanitaire soit déployé dans cette commune. Badem, c'est un village d'où je suis né. À cause de ces événements, on a quitté en 1991. Depuis 1991 jusqu'à nos jours, on n'y est plus retourné. Bon, avant de partir, la communauté vivait de l'agriculture seulement. Les maniocs, les rizières, l'arachide. Et vous viviez bien? Oui, nous vivions très bien, très bien. Vous ne pouvez pas imaginer comment nous vivons en ville, hors de nos villages. C'est grâce à l'État que les démineurs ont pu arriver ici. Depuis que HD et HI ont commencé à nous approcher, vraiment, qu'on a commencé à avoir espoir. Quelqu'un qui est né là-bas, grandi là-bas, arrive aujourd'hui là-bas, vraiment, il a envie de pleurer. La naturalité. Donc, il faut recommencer à ça. Débroussailler. On ne peut pas aujourd'hui retourner, que chacun retourne à sa place où il habitait. Tous ceux-là qui vont décider à repartir, nous allons habiter dans un même lieu. Au fur et à mesure où le déminage continue, au fur et à mesure, chacun pour aller retrouver ses propres terres. Évidemment, c'est important pour nous de stimuler le retour de nos habitants. Non seulement ils souffrent aussi, et non seulement aussi la commune y souffre. Si les espaces sont exploités, ça permet à la commune d'y gagner, et à ces populations aussi d'y gagner, et permettre aussi aux ONG qui nous viennent en appui
de pouvoir aussi aider les populations avec des activités génératrices de revenus qui leur permettent vraiment de survivre en attendant de récupérer leurs terres et de pouvoir s'installer. Bonjour à tout le monde. Donc, heureux de savoir que tout le monde se porte bien, qu'on est bien revenu sur le site. Donc, je vais laisser Charles me faire le point. Donc actuellement, on est à la zone numéro 3. Donc à la zone numéro 3, on travaille en excavation. Donc on a débuté d'abord sur 2 mètres du milieu de la piste. Donc on ne pouvait pas mettre beaucoup d'éléments. Atteint à 30 mètres, on a pu ouvrir un autre couloir à gauche. Donc c'est comme ça qu'on a progressé. Actuellement, on est à 150 mètres du début de la piste. Depuis 17 jours, on n'a que 227 mètres carrés en excavation complète. Donc actuellement, aujourd'hui, on est dans le secteur-là. On va mettre tout en vert pour vraiment montrer la progression au niveau de la zone. Nous, en tant qu'humanitaire, organisation humanitaire, on ne s'intéresse pas trop à savoir qui les a posés. Mais on sait que les deux parties au conflit ont posé effectivement des mines. On sait qu'avec la porosité de nos frontières, très facile en cette période de faire entrer les mines. C'est la raison pour laquelle on trouve des mines d'origine belge, espagnole, portugaise, russe. Donc tout ça, des engins explosifs d'origine française, on les trouve en Casamance. Comment ils ont atterri ici? C'est la grande question que tout le monde se pose. Tous ces pays, à part la Russie, ont arrêté la production et l'exportation des mines antipersonnelles, parfois même avant l'entrée en vigueur du traité d'Ottawa en 1999. Celles que l'on trouve encore aujourd'hui dans le sol casamançais ont été posées avant cette date. Donc là, c'est les différents types de mines que nous avons en Casamance. Ça, c'est des mines FFE, Free From Explosives. On les a démilitarisées. Ce qui veut dire qu'il n'y a rien en quantité d'explosifs. Ça nous permet non seulement pour les exercices lors des formations, mais pour des expositions à des cas pareils, si on a des visiteurs, pour qu'ils puissent voir de manière concrète comment ces mines ressemblent. Donc c'est des mines antipersonnelles et anti-chars qu'on a, donc avec des dates de découverte posées dessus. Mais la particularité de la Casamance, c'est qu'on a des mines indétectables avec nos détecteurs de métaux. Et ça, c'est un problème. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, on est obligé de combiner les méthodes. Il est très difficile d'utiliser le moyen manuel avec que du détecteur. Parce qu'on peut rencontrer ce type de mine. Et là, comme c'est indétectable, ça peut être fatal aux démineurs. Donc du coup, pour la sécurité du personnel opérationnel, on met en avant d'abord la machine qui va retourner la terre. Et tout ce qui est mine indétectable retrouvée dans la zone va être retourné ou fracassé. Et là, le démineur va passer en deuxième position. Donc, ça, c'est indétectable parce que c'est que en plastique. C'est que en plastique, effectivement, ce qui fait que la mine n'est pas détectable. Donc, ce qui nous amène aujourd'hui, pour accélérer le processus de déminage, on a fait appel à des chiens qui s'intéressent à l'explosif. Donc les chiens, ne s'intéressant pas à la matière de la mine, mais plutôt à l'explosif, la détection va être beaucoup plus facile et beaucoup plus sécure. Toutes ces mines, c'est fabriqué industriellement. Et tout ce que vous voyez ici, sur ces photos, c'est des mines qui ont été trouvées sur ce site. Engagement de la machine. Créée en 1998, la fondation suisse Digger a mis au point différents modèles de machines à déminer, de tailles différentes, selon les besoins et les possibilités laissées par la configuration du terrain. Depuis 25 ans, elle identifie les bailleurs de fonds institutionnels ou privés qui financent les machines ainsi mises à la disposition gracieuse des ONG.
Donc là, on a une démineuse qui fait de l'excavation complète. Donc sur une profondeur de 20 cm, vous allez voir devant elle, elle a les jalons de profondeur. Donc ce qui permet de maintenir la profondeur continue graduellement. Donc là, elle va excaver, d'autant plus que c'est le seul moyen que l'on peut utiliser sur ces zones, dû au fait des mines indétectables qu'on a identifiées dans cette partie. Donc, le seul outil qu'elle aura utilisé, c'est la sonde, comme vous le voyez ici, ainsi que sa pelle d'excavation. Donc, la cisaille pour couper les arbres. Donc, c'est les seuls outils qu'elle va utiliser pour excaver à une profondeur de 20 cm sur une largeur de 1,20 m. La sonde a une manière d'être positionnée. Donc, c'est 30 degrés. Donc, pour les mines, ça fait que tu ne tapes pas sur le plateau de pression. Donc là, avec l'angle de la sonde, donc, si tu touches quelque chose et qu'on sent qu'il y a de la résistance, là, tu arrêtes et puis tu vas prendre la pelle d'excavation pour voir de quoi il s'agit. Là, vous pouvez voir, on a deux binômes qui sont positionnés sur cette piste. Donc les deux binômes vont aller à une distance de sécurité assez importante pour que s'il y a une explosion non contrôlée, que l'autre binôme ne soit pas affecté. Le premier binôme va ouvrir sur un couloir de 2 mètres de largeur, ce qui va permettre en cas d'accident de pouvoir accéder au premier binôme et de procéder au premier secours. Pour la journée d'aujourd'hui, ça a commencé à partir de ce piquet bleu qui sera matérialisé le début de la journée. On est déployé, ça fait à peine 45 minutes, donc la progression, elle est vraiment lente. Il n'y a pas de binôme fixe. Donc, selon le chef d'équipe, sa planification, et selon la performance des uns et des autres. S'il veut que quelqu'un de plus expérimenté soit avec quelqu'un d'autre qui vient d'intégrer l'équipe pour lui donner beaucoup plus d'éléments techniques, donc il est obligé de les mixer. La première fois que tu as trouvé une mine, qu'est-ce que ça t'a fait? Il y a la peur qui est là, donc, et la joie aussi. Parce que pourquoi avoir peur? C'est quelque chose qu'on découvre pour la première fois et qu'on connaît ce que ça fait. Et la joie, c'est parce que tu as sauvé des vies. Si ce n'était pas cette découverte, il devait peut-être avoir une explosion sur quelqu'un qui va peut-être aussi tuer la personne ou bien l'amputer. Donc, c'est une famille encore qui est dans des problèmes. Voilà. Okay. C'est deux effets que ça fait. On a découvert une munition et deux au niveau du couloir là où travaillait l'opérateur Bravo 9. Ok, à ce niveau, qu'est-ce que vous avez fait? À ce niveau, j'ai sondé pour voir est-ce qu'il n'y a pas un système de piégeage tout autour. Mais c'est bon, donc j'ai barré quoi. Donc on va attendre les dernières instructions. Ok, prends-moi juste une photo et puis remonte à la zone vie. Après, on donnera les consignes pour le traitement de la munition. Aussi par là. Ok, terminé. Bien. Tu prends les photos. En bas, j'ai sondé tout autour. Donc, j'ai excavé. Donc, je n'ai rien trouvé. Ok. Donc là, effectivement, c'est une tête de roquette. Donc, comme on est en excavation complète, on peut détruire sur place. Okay. Ce qu'on va faire pour que ça ne ralentit pas le travail, on va fermer ce couloir et continuer à progresser sur l'autre couloir. Après, le temps qu'Elisabeth fasse une liaison communautaire et avertir la population qu'à peu près avant la descente, on va détruire. Voilà. Et là, s'ils entendent une détonation, ils ne seront pas surpris. Elisabeth est en charge de la liaison communautaire. Elle intervient avant, pendant et après un chantier de déminage.
Avant l'ouverture d'un chantier, il s'agit avant tout d'établir une relation de confiance avec les populations locales pour obtenir des habitants des informations fiables sur les lieux potentiellement à risque. C'est ce qu'on appelle une enquête non technique. Pendant le déminage, elle les renseigne sur le travail en cours et sur les événements inhabituels, comme la destruction de la roquette découverte le matin même. Et à la fin du chantier, la confiance établie permet de certifier aux habitants qu'on leur rend un territoire dépollué, qu'ils peuvent sans danger se réapproprier soit en le cultivant, soit en remettant en service une piste. Ça va? Ça va très bien. Ouais. Ça va bien. Ça va. Tout en sûr là. Oui, vraiment, il fait chaud. D'accord. Et ça va bien, merci. Merci. On a une découverte. Hein? Ah, ça va, voilà. Merci. On a une découverte. Non, une. Là-bas, c'est la piste là-bas? Oui. Est-ce que c'est pas juste à l'intersection? Non, je sais pas trop. Mais je pense qu'à l'intérieur, là où ils sont en train de travailler, parce qu'on était rentrés la dernière fois, tu avais vu? Oui. Voilà, c'est à l'intérieur. Vous êtes arrivé au Baobab? Ils sont arrivés? Non, ils ne sont pas encore arrivés. C'est là où je disais la fois dernière, il y a une intersection qui Et non, ils ne sont pas encore arrivés. C'est juste là où on a dessouché le Kenkeliba. Oui. Je pense que c'est à ce niveau-là. Moi, je ne suis pas rentrée pour voir, mais je crois bien que c'est à ce niveau-là. C'est une tête de récolte qu'on a trouvée là-bas. D'accord. Et donc, on va la détruire. C'est à 14 heures, oui. Avant cela, peut-être que... Oui, comme ça, peut-être que tu auras... Ou bien on va te montrer la photo. Et on te laisse. D'accord, merci. Allez, merci beaucoup. Bon courage. Yo, de retour. C'est bon? C'est bon. Ouais. La munition a été protégée de sorte qu'elle ne décolle pas avec le choc de l'explosion. Donc là, tout est fin prêt. L'explosif est là. On a les sacs à terre en place. Donc on va retourner tous à la zone de vie. Et l'artificier seul va rester ici accompagné d'une personne pour faire le demi-amorçage. Donc voilà les étapes pour la destruction sur place. Elle va être détruite. C'est pas une mine, une roquette. Ok, terminé pour 77. Est-ce que tout le personnel est à la zone de vie reçue par là? Attendez, je vérifie. Donc, détonation dans moins de 2 minutes reçue par là. Bien noté. Ça donne. C'est quoi? Comment tout donne? À toutes les unités, début de la détonation là, ici par là. Bravo One, copy, thank you. Bravo One, vous copy, thank you. C'est parti. Ça s'occupe jusqu'ici là. Donc là, il faut attendre 5 minutes. Les gaz vont se poser, après on va les vérifier. Mais vu le son qu'on a entendu, ce qu'on a ressenti, on s'est dit que tout est parti. Bravo, on a le 0. Bravo Alex. Et on range le matériel pour fermeture du chantier reçu par là. Très bien noté. Terminé.
félicitations à tout le monde. On a passé une belle journée et avec un résultat à ne pas minimiser. On a sauvé des vies quand même. Ce qui est important, vous l'avez sans doute ressenti avec le témoignage de l'adjoint au chef de village qui était là tantôt. Très fier, très content de ce que nous sommes en train de faire. Il faut continuer sur cette lancée. Le déminage humanitaire, ça fait partie d'un mandat de protection des civils. Et ce mandat de protection des civils, c'est à la fois de, le plus rapidement possible, sauver des vies, mais aussi le plus rapidement possible, voire reconnaître tous les droits de ces gens-là. Donc un droit aux services de base, un droit à des projets personnels, un droit à la paix, à la participation économique et sociale dans la communauté. Et ça fait partie d'un travail qui dépasse le déminage, et c'est ce que nous, on va appeler la réduction de la violence armée dans son ensemble. Le plaidoyer repose sur une contradiction dès l'origine. C'est l'instantanéité d'une crise et l'urgence humanitaire qu'elle peut représenter, et le temps, la notion de temps long que nécessite une campagne de plaidoyer pour arriver jusqu'à un changement de loi, un changement de normes, un changement de comportement. Du moment où tu as une personne qui a sauté sur une mine antipersonnelle au Cambodge, au Mozambique ou en Angola, jusqu'au traité d'Ottawa en 1997, il s'est passé 15 ans. Et la difficulté de notre métier, c'est d'embarquer les gens sur cet espace-temps. C'est difficile de lutter contre le pessimisme aujourd'hui et la morosité ambiante quand tu vois les images de bombardements en Ukraine ou en Syrie ou au Yémen. Mais lorsque tu travailles intelligemment par la recherche de terrain, par la mobilisation citoyenne, par le dialogue direct avec les décideurs, sur les causes structurelles d'un problème donné, eh ben, ça revient à abaisser le nombre de victimes et à réduire la somme des souffrances humaines. Je pense que nous sommes confrontés à de nouveaux défis qui prennent de l'ampleur chaque jour. Je ne les considère pas vraiment comme des échecs du traité à proprement parler, mais ils mettent certainement en cause son efficacité. Nous ne pouvons pas dire « génial ce traité, nous avons interdit les mines antipersonnelles », alors que des mines sont posées aujourd'hui encore un peu partout dans le monde. 25 ans après la signature du traité d'Ottawa, le nombre de pays déclarés libres de mines semble bien modeste face à l'ampleur du travail qui reste à effectuer. Le retour des mines antipersonnelles, aujourd'hui on est passé à 5-6 000 victimes par an, alors qu'on était à 3 000 il y a quelques années. C'est une petite piqûre de rappel pour dire le traité d'Ottawa, c'est une richesse, mais ce n'est pas un acquis. Ça signifie que tant qu'il restera un État qui utilise ou produit des mines antipersonnelles, tant qu'il restera encore des victimes de mines antipersonnelles, ça veut dire que le boulot ne sera pas terminé. Et c'est ça aussi qui fait la spécificité du plaidoyer, c'est que ces combats-là, au final, ne sont jamais finis. Les conflits actuels illustrent malheureusement ces propos. Ils mettent en jeu un déferlement d'armes et de munitions sans précédent et laisseront derrière eux toutes sortes de restes explosifs de guerre. En réaffectant la totalité des moyens de déminage déployés actuellement dans le monde, il faudrait plusieurs dizaines d'années pour dépolluer le seul territoire ukrainien.